Ah, si on n'est pas bien, là, au lever de soleil, comme ça, pour aller faire un petit tour de vélo, pour aller découvrir ce nouveau col qu'ils viennent de nous ouvrir en Charente-Maritime. Ouais, ça s'annonce impressionnant. Mais le temps d'aller par là-bas, je vais vous parler un petit peu de mon setup pour la RAF. Voilà, je suis en train de faire un petit peu les derniers essais de matériel. Il y a encore quelques petites interrogations. Mais allons-y. Commençons un petit peu par revoir le vélo, même si je pense que vous commencez à le connaître. Donc au point de vue du cadre, c'est le Winspace G2. C'est un vélo gravel, mais bon, là, monté avec des roues de route, ça va très bien sur la route, hein, ça reste un vélo, hein, deux roues, un guidon, des pédales quoi. Au niveau des roues justement, donc ce sont les roues Yoleo C38, D38, un truc comme ça, pro je ne sais plus quoi, avec une roue libre derrière qui fait un bruit ignoble, c'est un truc de l'enfer, mais il faudra faire avec. Dessus, j'ai monté des pneus Pirelli Cinturato Vélo en 32, version réflective, donc avec des bandes sur le côté qui s'illuminent dans le noir, qui réfléchissent, c'est bien pour la sécurité. Ensuite, si on remonte un petit peu, le guidon, on me demande souvent, c'est un Ritchey Ergomax. Dessus, pour la transmission, j'ai monté un GRX, donc devant double plateau 48-31, derrière la cassette 11-42 avec le dérailleur qui va bien, je vous avais expliqué ça. Ça me donne un développement quand même assez large et quand ça grimpe sec, c'est plutôt agréable. Pour la selle, j'ai mis une Brooks C17, alors c'est la Cambium Carved, un truc comme ça. À l'avant, j'ai des prolongateurs Profil Design 35A avec des roses de 6 cm. Et on peut voir que les mousses pour les repose-bras là, c'est vraiment de la merde sur ces nouveaux modèles Profil Design. Il y a le revêtement qui se barre. J'avais l'ancienne version de ceux-là, c'était les T2+, je crois, un truc comme ça, que j'avais aussi eu l'occasion. Les mousses sont toujours nickel. Donc ouais, sur les nouveaux, c'est pas bien terrible. Voilà, pour le vélo, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Passons maintenant un petit peu au reste. Et on va commencer, par l'éclairage. Alors l'éclairage devant, ça sera la Calamp EXR 1600 que j'ai depuis 5 ans maintenant et qui fonctionne toujours aussi bien. Elle est couplée à une batterie de 10 000 mAh, c'est la plus grosse qu'ils proposent, ce qui devrait me donner peut-être 2-3 000 d'autonomie en tapant pas trop dedans. Alors au point de vue réglage, en fait on peut régler la luminosité de chacun des 3 modes de la lampe par palier de 10% et j'ai fait un premier palier à 20%. Alors c'est pas ouf, ça fait que 320 lumens. J'ai essayé sur les routes un petit peu encombrées, c'est vrai que ça manque peut-être un peu de confort visuel. Par contre, sur de la belle route, c'est très bien. J'ai fait un deuxième palier, je sais plus, c'est à 50-60% peut-être. Là, ça marche bien. Et troisième palier, 1200 lumens peut-être, un truc comme ça. Ce qui me permet d'y voir très très bien quand il faudra descendre l'école ou s'il y a besoin de beaucoup de lumière. En complément, j'aurai sur le casque la petite Stutz Éclat 3. Je prends une batterie de secours en plus. Elle peut se recharger directement avec un câble USB-C là sur l'avant. Ça, c'est plutôt pratique quand même. Et au point de vue autonomie, je pense que de nuit avec une batterie, en la mettant pas trop fort, juste en éclairage complémentaire, ça peut le faire. Et après, je vais sans doute mettre une troisième lampe parce que le petit problème de la Calamp, c'est que faut que j'arrive à gérer son autonomie. Comme là, j'ai pas de moyeu dynamo, je la rechargerai de temps en temps, soit sur secteur, soit sur batterie externe. Et ce qui peut m'inquiéter, c'est que si la journée, il pleut, s'il y a du brouillard, pour la sécurité, il faut quand même laisser la lampe allumée, ce qui va réduire fortement son autonomie, et alors que j'aurais pas besoin non plus d'éclairer fortement. Donc je pense ajouter à l'avant, avec le même support que pour la Calamp, cette petite Stutz Misty. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Ça éclaire, ça peut éclairer quand même assez fort si on la met à fond, auquel cas l'autonomie n'est pas folle. Par contre, si on la laisse au minimum, ça doit être 50 lumens, on peut avoir jusqu'à 100 heures d'autonomie. Et donc en fixant ça devant, ça me fera un feu diurne qui prendra pas de place, qui sera léger, franchement ça va pas être trop lourd à trimballer et j'aurai de la sécurité et en plus ça pourra me faire peut-être un complément d'éclairage la nuit si besoin, ou si je m'arrête en mode bivouac, plutôt utiliser celle-ci plutôt que l'autre Stutz pour encore une fois économiser la batterie. Donc bien sûr j'emporterai un bandeau aussi pour pouvoir la mettre sur la tête au cas où. Et voilà pour l'éclairage, enfin du moins pour l'avant. Maintenant pour l'arrière, j'ai le Garmin Varia mais qui va juste servir de radar. Alors ça, j'ai souvent la question de comment on fait pour mettre le Varia uniquement en mode radar. Et c'est facile.
Sur le Varia, vous avez un seul bouton qui vous permet de l'allumer et de l'éteindre. Et ben en fait, vous appuyez plusieurs fois sur ce bouton jusqu'à ce que la lumière soit éteinte. Et du coup, là, vous avez juste le mode radar. L'avantage, c'est que vous allez gagner peut-être 2-3 heures d'autonomie par rapport au mode clignotant. L'autre jour, j'ai dû faire 18 ou 19 heures avec, la batterie, à la fin, m'a juste dit batterie faible. Donc, ça peut être pratique. Surtout que là, comme il est sous la sacoche de selle, l'éclairage, du coup, on le voit pas, mais le radar, lui, fonctionne. Deuxième méthode pour faire ça, c'est directement depuis votre compteur, qui normalement peut contrôler l'éclairage. Sur Garmin, vous faites off. Sur le Hammerhead Karoo 2, vous pouvez définir un mode par défaut et du coup, le laisser éteint tout le temps. Après, sur d'autres, je sais pas, j'ai pas pu essayer. En autre éclairage arrière, j'ai le Knog Midcober. Je vous en avais parlé dans une vidéo parce qu'on peut le programmer. Du coup, je l'ai programmé juste avec un mode Eco plus, on va dire, pour que ça éclaire suffisamment. Alors je sais pas, j'aurai peut-être 70-80 heures d'autonomie, ce qui est bien. Et en complément, je prends un autre petit truc de chez Knog, c'est le Knog Plus, je crois, quelque chose comme ça, que je laisse dans une trousse dans la sacoche. Et si l'autre, je dois le recharger ou si je le perds, comme ça, j'ai un secours. Et de toute façon, dans le règlement, on doit avoir 2 éclairages arrière. Point de vue navigation, eh bien, ce sera le Garmin Edge 1040 Solar qui offre une belle autonomie. C'est 32 ou 35 heures annoncées, je crois. Plus, il y a la recharge solaire. Alors, la recharge solaire, là, le soleil vient de se lever. Ça fait quoi? 55 minutes qu'on roule. Pour le moment, j'ai gagné que 57 secondes. Mais bon, jusqu'à maintenant, il n'a pas été trop exposé. Et vous voyez, je passe beaucoup à l'ombre. Par contre, de ce que j'ai remarqué, c'est qu'en pleine journée, s'il y a beaucoup de soleil, grosso modo, petit moucheron. Donc, de ce que j'ai remarqué, en gros, en plein soleil, on peut gagner à peu près un quart du temps qu'on a roulé. Donc là, ça devient intéressant. Maintenant, par tranche de 24 heures, si je gagne 1 heure, 2 heures, 3 heures, je sais pas, ça fait toujours ça de moins à prendre dans mes batteries externes ou à passer près d'une prise pour recharger. En complément, j'aurai pas cette montre, mais une autre de la même marque, donc la Coros Vertix 2, qui me servira surtout à enregistrer en fait la totalité du parcours. Elle a 140 heures d'autonomie annoncée, donc il faudra juste que je la recharge une fois, a priori. Et elle pourra me servir de backup de navigation si j'ai un petit souci avec le Garmin, casse, panne, perte, vol ou je ne sais quoi d'autre. 2 petites choses que j'ai oubliées précédemment dans la vidéo. Déjà, pour fixer la lampe sur les prolongateurs, donc le pont que j'ai, on me demande souvent, c'est un truc que j'ai fait en impression 3D, mais vous pouvez en réaliser un aussi simplement avec un morceau de tube. Moi j'ai pris un tube de pastille effervescente par exemple, ou un morceau de tuyau. Je vous mets la vidéo du tuto que j'ai fait dans un coin de l'écran. Deuxième truc, au niveau de mon pédalier, dessus j'ai un capteur de puissance InPeak. Et franchement, je commence à trouver pratique d'avoir le capteur de puissance. Je commence à voir un petit peu comment bien l'utiliser, mais ça on aura l'occasion d'en reparler. Pour le moment, parlons des sacoches, chose qui va être bien utile pour transporter tout mon bordel sur ces 2500 km. Et j'ai à 99% des sacoches Cyclite. Il y a encore une petite interrogation sur une. Et il y a une petite nouveauté non Cyclite sur le vélo. On va voir tout ça. Déjà, à l'avant, la sacoche aéro qui se met sous les prolongateurs. Dans cette sacoche, habituellement, je mets plutôt mon matériel de pluie. Mais là, je fais un essai, j'ai mis un plat auto-chauffant. Je risque d'en prendre un au début de la course. Et je vais en mettre dans les drop bags. Alors est-ce que je les mangerai sur place aux bases de vie ou est-ce qu'après je les ramènerai si je les ai pas consommés? Nous verrons. Ensuite, j'ai la sacoche Top Tube longue dans laquelle j'ai majoritairement réserve de bouffe dans la partie avant. Et dans la partie arrière, là par exemple j'ai la frontale. J'ai 2-3 outils, j'ai un chargeur de téléphone, enfin ce genre de bricole. De toute manière, je verrai après vraiment comment je remplis mes sacoches quand j'aurai défini précisément le matériel que j'emmène. Donc on aura l'occasion de revenir sur tout ça prochainement, une fois que j'aurai vraiment bien tout vu. Sous cette sacoche, on a la sacoche de cadre et là j'ai remis la sacoche de cadre petit modèle. Jusqu'à maintenant j'utilisais la grande que je testais, une nouveauté Cyclite, et j'avais mis des porte-bidons sur la fourche puisque ça me condamnait le bidon arrière. Alors les bidons sur la fourche, c'est pas mal, ça me permettait de prendre un peu plus d'eau, ça restait accessible et tout, mais je sais pas, quelquefois avec le poids que ça me met sur la fourche, je trouve que le vélo réagit différemment. Je trouve aussi, je sais pas, comme si j'étais vraiment plaqué à l'avant, plus bas, et j'ai préféré trouver une autre solution pour revenir à la configuration classique avec juste mes 2 bidons de 900 et quelques millilitres. Donc j'ai remis la petite sacoche de cadre dans laquelle j'ai d'un côté
un petit peu de bouffe. Là j'ai mis quelques gaufres Renac, j'ai mis des électrolytes Olifat, quelques colliers pour réparer aussi. Et de l'autre côté, dans la grande poche, eh bien j'ai la batterie de la lampe qui est à l'avant de la calampe, et j'ai mis une trousse avec batterie externe, quelques câbles. Donc je pense que ça sera un peu le truc électrique, la centrale électrique du vélo, cette partie-là. Ça me permet encore de mettre des manchettes, un bœuf, quelques bricoles, mais c'est vrai que c'est vite rempli. Maintenant, c'est sous le vélo que j'ai mis ce qu'il y avait dans le bidon outil que j'ai utilisé ces derniers temps. Et là, j'ai trouvé une petite sacoche de marque Apidura, la Apidura Dome-Tube, je ne sais plus trop quoi. Je vous remets la ref exacte et tous les liens de toute façon dans la description. Et cette petite sacoche, alors là c'est la version 2023 je crois, du coup qui fait 1,5 litre, autrement on peut trouver 1,2 litre ou 1,8 litre, enfin peu importe. Bon là c'est la première grosse sortie que je fais avec, j'ai eu plein de bons retours dessus et ça ne bouge pas. Alors ce que j'ai fait c'est que dedans, en fait j'ai laissé le bidon outil, et donc ce bidon outil j'ai pas pris le couvercle, ça je l'ai viré, mais ça me permet de laisser tout le reste, ça reste rigide, ça protège un peu le matos. Et donc j'ai des chambres à air Pirelli Smart Tube, là vous savez en TPU, donc les chambres à air très légères. J'ai petit tournevis, j'ai du lubrifiant pour la chaîne, que je remettrai peut-être dans une autre sacoche pour que ça soit plus accessible. J'ai voilà, le truc pour ouvrir la chaîne si besoin, des petites pièces de rechange, type patte de dérailleur, collier de selle, plaquette de frein, enfin tout le petit nécessaire qui, j'espère, ne va pas être de sortie trop souvent. Pour finir, il y a la sacoche de selle. Mais avant ça, je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'il y a devant parce que j'ai oublié de vous parler de 2-3 trucs. Déjà, ici, j'ai deux foot pouch Cyclite, une de chaque côté, qui vont me faire des petits vide-poche pratiques. Là, par exemple, pour mes lunettes ou bien sûr pour des barres. Là, j'ai des cacahuètes, enfin différents trucs. Et si on regarde un petit peu plus au-dessus, j'ai toujours mon support de smartphone Peak Design magnétique. Ça, c'est vraiment le truc hyper pratique. Je remets la vidéo dans un coin de l'écran. Et dans le petit espace qu'il y a là entre les prolongateurs, j'ai caché la musette Cyclite que j'ai sécurisée avec la sangle du compteur, et comme ça je l'aurai toujours à portée de main, elle ne me prend pas de place dans les sacoches. Maintenant parlons un petit peu de la sacoche de selle, et donc là il y a petite hésitation. Là j'ai mis la sacoche de selle Cyclite grand modèle qui fait 13 litres, mais je dispose aussi de la 8 litres et je me tâte entre les deux. Avoir la grande, c'est bien pour pouvoir mettre un peu plus de trucs. On va voir que dedans il y a certaines choses que je suis pas encore sûr de prendre et dont j'aurais peut-être pas besoin et tout. La plus petite je préfère parce que la fermeture en fait se trouve juste derrière. Là vous voyez j'ai une boucle de chaque côté, je trouve que c'est un peu plus long à manipuler. L'autre ça se ferme comme ça ici. Et là qu'elle est pas non plus très remplie, on peut voir que le filet descend pas mal ici. Ça j'ai prévu de m'en servir en fait pour accrocher ma veste de pluie tout le temps, mais aussi mes affaires de pluie pour les faire sécher si jamais c'est humide. Donc là j'ai peut-être un peu moins accès au filet, enfin du moins sa totalité. Sur l'autre le filet est juste moins grand. Aussi si je dois trop la replier derrière pour accrocher l'éclairage c'est plus compliqué. Par contre l'avantage c'est que j'ai plus de place si j'ai des trucs à rajouter pendant la course, et pour après la course aussi pouvoir ranger mes affaires. Bref, le choix se fait là-dessus. Et donc si on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans, j'ai mis les couvre chaussures habituellement que je mets devant, là j'ai mis derrière, on verra si ça sert beaucoup. J'ai un pantalon de pluie, hop, et là j'ai mis une pochette avec dedans une genouillère au cas où si j'ai mal au genou. La paire de chaussettes un peu plus hiver en mérino, ça c'est sûr je l'emmène déjà pour avoir du sec au cas où, et pour les parties en montagne s'il fait plus frais la nuit par exemple ou quoi. Et ça par contre je sais pas si je vais le prendre, c'est un sous-maillot manche longue, alors ça peut être bien de l'avoir pour la nuit s'il fait frais ou quoi, ou juste s'il fait frais tout court, mais c'est vrai que ça me prend un petit peu de place alors que j'aurai aussi un sous-maillot et des manchettes, donc là-dessus je me tâte. Et enfin j'ai la doudoune, ça c'est sûr que je la prends, donc la doudoune Rapha, voilà la taille qu'elle fait une fois repliée, c'est un truc que j'ai acheté récemment. Alors c'est compact, mais je m'attendais presque à un peu plus compact, mais peut-être parce que moi on me l'avait montré en taille M, là c'est un L, donc forcément ça prend un petit peu plus de place. Et si on compare avec le Bivy, voilà, ça donne ça. Donc ça c'est mon matos de couchage, d'ailleurs on va l'essayer aujourd'hui parce que je l'ai encore jamais déplié. Autrement, j'ai déjà fait petite trousse de toilette. J'ai mis une batterie externe de rechange, donc les batteries externes, ça j'en aurai deux à chaque fois, là c'est deux de 20 000, en tout cas j'en aurai deux au moins pour le début du parcours, et j'ai une petite trousse de secours. Donc à voir dans tout ça, vraiment ce que je vais prendre, ce que je ne vais pas prendre, comme je disais, ça limite, je vais m'en passer. Prendre la petite sacoche peut être bien, prendre la grande, ça gagne quand même de la place. Allez, on va se tester le Bivy, voir dans quoi je vais dormir. Première fois que je le déplie ce truc là, et je sais absolument pas ce que ça va donner, et surtout il faudra que je vois comment bien le replier. Donc c'est bien qu'on fasse la vidéo, comme ça si je ne sais pas comment le replier, je regarderai. Même si je m'en suis jamais servi, on voit quand même qu'il y a des traces d'usure, alors que le truc est jamais sorti de son étui, quoi. Ça a dû frotter dans la sacoche. Il reste encore un morceau. Pas avoir trop la mauvaise surprise après. Alors, voilà.
Donc il n'y a pas d'ouverture, hein, c'est vraiment juste en gros une grande chaussette. Ah, faut pas être claustro, hein, c'est pas large. Ben voilà. Impeccable. Si ce truc là ça vous intéresse, moi je l'ai eu chez Lyophilisé & Co. C'est comme pour les plats auto-chauffants et certains trucs de bouffe que j'utilise et tout. Et pour ça, le petit matériel et la bouffe, il y a un petit code promo dans la description si vous avez besoin. Et là je me dis que maintenant il faut réussir à rouler ce truc là. Je suis pas sûr que ça rentre bien dans la petite pochette. C'est bien quand c'est neuf, mais alors après, là ça va peut-être me dire qu'il faut absolument que je prenne la grande sacoche de sel parce que je vais replier les trucs comme un gros bourrin et ça va prendre beaucoup plus de place que d'origine. Ça va jamais rentrer ça là-dedans. Bon bah je crois que j'ai réussi à faire un truc pas trop mal. Comme neuf. Donc d'abord, il faut le replier sur lui-même plusieurs fois, jusqu'à avoir un truc à peu près de la largeur de l'étui, et après il faut rouler, et puis bah voilà, ça se fait. Bon, je remets tout ça dans ma sacoche, et on a un col à aller grimper. Bon, et si vous vous demandez avec quelle caméra je fais cette vidéo, c'est la Insta360 X3, une caméra 360, hein, j'ai fait une vidéo dessus, pareil, je vous mets ça dans un coin de l'écran. Voilà, je vous donnais cette info, hein, je fais des tests de configuration caméra, peut-être pour de futures vidéos, mais pas celle de la RAF. Allez, c'est parti pour l'ascension du col de Rochefort sur cette belle route toute neuve. Bon alors, col de Rochefort, en fait, il s'agit juste du pont, le viaduc de Martrou qui est à Rochefort, qui permet de traverser la Charente. Et simplement, on vient essayer cette nouvelle piste cyclable toute neuve, vous voyez, qui est séparée de la circulation, donc ça c'est vachement bien. Avant, on pouvait déjà traverser le pont à vélo, mais c'était de l'autre côté sur la route, directement avec les voitures, c'était pas bien large. Perso, j'ai jamais été très chaud de l'essayer, donc je ne l'ai pas fait. Et là, du coup, maintenant, ça ouvre de belles perspectives pour explorer un peu plus la région. Ça donne vraiment un nouvel itinéraire sécurisé, ça c'est cool. Après, c'est pas le seul endroit où on peut traverser la Charente. On a, attendez, je vous décroche, juste ici, le pont Transborder. Donc ça, c'est un truc qui est vachement sympa, c'est une nacelle au-dessus de l'eau. De l'autre côté, on a le passeur à Soubise. Mais alors, ces deux petits trucs-là, c'est sympa, mais d'une, c'est pas tout le temps. Il y a des horaires. De deux, c'est payant. Donc voilà, c'est pas toujours le plus pratique. Autre option, c'est le pont suspendu de Tenay-Charente. Ça, c'est super joli. C'est réservé vélo et piétons maintenant. Un endroit très sympa. Mais c'est vrai que maintenant qu'on peut passer ce viaduc comme ça à vélo, on peut faire comme aujourd'hui, en fait, de faire une boucle, traverser un endroit, puis revenir par l'autre. Donc ça facilite grandement les choses. Et ça nous offre une nouvelle bosse à grimper. Parce que c'est vrai que par ici, on est quand même pas très fourni. Mais là, vraiment, c'est bien, quoi. C'est propre, séparé des bagnoles, c'est large. On a une vue qui est pas vilaine, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit col de Rochefort, là, de ce viaduc du Martrou? Et bien voilà, à droite, le col de Rochefort, le viaduc de Martrou que nous venons de passer. À gauche, le pont Transborder. Et sur cette sympathique découverte qui nous permettra d'explorer de nouveaux horizons, eh bien la vidéo s'arrête là. Je pense qu'elle est déjà assez longue. Et ce qui est sûr, c'est que les prochains cols que je vais grimper, ils vont me faire un petit peu plus mal à la gueule. Allez, ciao!